Vous êtes intéressés pour aller un petit peu plus loin et puis surtout, nous clôturons cet enseignement avec la visite des 7 saints. Voilà, c'est une dimension supplémentaire. Donc si vous êtes intéressés pour nous accompagner en mars prochain, écrivez à l'adresse où vous avez déjà réservé pour cet atelier. Donc, Abderrezak Ben Shahaban et moi-même, nous nous sommes connus lorsqu'il est venu à Paris présenter un très bel ouvrage qui est le livre du sable et du parfum. Et c'est ainsi que nous avons fait connaissance. C'est un chapelet en fait parfumé, comme il se plaît à le dire, différentes expériences olfactives et spirituelles. C'est très autobiographique en même temps. Et puis, on a toutes les couleurs, toutes les senteurs du Maroc. Et donc, je vous en conseille la lecture parce que le style est aussi beau que les senteurs. C'est un livre extrêmement bien écrit, très subtil. Et c'est de notre collaboration que nous sommes partis tous les deux sur cette création qui a lieu demain à partir de Moulay Idriss. Donc ici, c'est une création qui a pris naissance à Fès, avec ce quartier Attarine, des parfumeurs. Et c'est là qu'a pris naissance cette création. J'ai demandé à Abderrezak de sélectionner 7 essences emblématiques du Maroc que nous allons trouver demain. Et justement, ces senteurs viennent d'Orient, d'Extrême-Orient, donc de Perse aussi, mais aussi d'Andalousie, ce qui nous ramène à la création d'ouverture, à Al-Choushtari. Et cette création est donc aussi tout ce pont entre les cultures que nous avons voulu développer tout au long de la thématique artistique de cette 12e édition. Alors je vais passer la parole à notre ami Abderrezak Ben Shahaban. Je vois qu'il est bien outillé, bien équipé. Merci. Et voilà, maintenant c'est à vous et à lui. Merci Carole. Et moi je m'éclipserai un tout petit peu. Merci Carole. Merci. Si vous me le permettez, pour vous préparer quelque chose de joli demain. Je comprends. Merci beaucoup Carole. Merci Sefouzi pour votre invitation dans ce beau jardin. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais essayer de faire comment. Voilà. Donc, je suis très content d'être parmi vous. Et avant de venir, j'ai été interpellé par des amis, par les réseaux sociaux, qui m'ont posé plusieurs questions, mais 2 me paraissent très importantes et je voudrais commencer par répondre à ces questions. Et la première, on m'a dit quel est le rapport entre le parfum et la spiritualité. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, oui, je ne sais pas, parce que malheureusement, le marché du parfum aujourd'hui a désacralisé le parfum et le métier de parfumeur. La deuxième question, pourquoi Fès? Pourquoi Fès? Je commencerai par répondre à cette question. J'étais enfant, je suis venu à Fès et je garde des souvenirs, notamment sonores. Dans les soupes, il y avait les dinandiers qui tapaient du cuivre et qui fabriquaient des alambics, des encensoirs, des aspersoirs en cuivre. Et puis j'ai vu aussi les gens travailler de l'or, de l'argent et faire ce qu'on appelle la nebrat. Je vais revenir sur cette nebrat qui est un accessoire très important. Et j'avais le souvenir aussi qu'il y avait à l'époque, il y avait à Marrakech, on avait sur la Tarine, à Fès aussi. Et donc, quand je parlais avec les parfumeurs de Marrakech, j'ai découvert qu'ils sont tous de Fès ou qu'ils ont été formés à Fès. Et donc, j'estime que la ville de Fès, plus que Marrakech, a tout à fait sa place, sa légitimité comme ville, non pas seulement spirituelle, mais comme ville de création des parfums, puisque ici, des parfumeurs, hélas aujourd'hui anonymes, ont créé des parfums et des artisans ont créé des accessoires pour servir et présenter ces parfums. Donc voilà pourquoi Fès est quand même a marqué l'histoire de la parfumerie au Maroc, mais ce n'est pas souvent reconnu.
Quel rapport entre la spiritualité et le parfum? Je dirais, sans la spiritualité, il n'y aurait jamais eu de métier de parfumeur. Le parfumeur était au service, aux origines, au service du divin. Chez les pharaons, par exemple, le moine, il y avait des gens dont la fonction était de préparer les parfums. Dans d'autres civilisations, babyloniennes, etc., le parfumeur était au service de Dieu. Le parfum n'est devenu terrestre, accessible aux hommes que beaucoup plus tard. C'était les dieux qu'on vénérait. Et parmi ces parfums, il y avait ce qu'on appelle l'encens. Alors, l'encens, ça peut entraîner confusion. Il y a l'encens d'Arabie, qui est une espèce végétale, ce sont des résines à partir d'une espèce végétale. Et puis, il y a tous les autres encens qui appartiennent à des arbres ou qui sont des mélanges de résines. Et les Égyptiens considéraient l'encens comme l'escalier du ciel. C'était en brûlant des encens, c'était des oblations divines, et les fumées accompagnaient les prières. D'ailleurs, le mot parfum est un mot composé de perfumum à travers la fumée. Et aux origines, le parfum était surtout un parfum solide, et c'était le feu qui permettait d'exhaler les substances obtenues dans les résines végétales, mais aussi plus tard dans des parfums d'origine animale. Lily vient d'évoquer le musc, mais il y a aussi d'autres parfums comme la civette, comme le castor, comme l'ambre, le plus connu. Donc, sans spiritualité, sans cette offrande divine, il n'y aurait pas eu de métier de parfumeur. C'est après que les Égyptiens les pharaons se prenaient pour des dieux vivants, ils ont commencé à se parfumer, puis après la cour, puis après... Et l'amélioration de la distillation a permis de démocratiser le parfum et a permis d'avoir accès à des parfums auxquels on n'avait pas, avec les anciennes méthodes d'extraction, on n'avait pas accès. Et parce qu'il y a des parfums qui sont très fragiles et il fallait des techniques plus avancées. Et là, les Avicenne avait fait beaucoup avancer parce qu'il a amélioré le système de distillation en améliorant le système de refroidissement de la vapeur. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, il me passionne beaucoup. Et je voudrais juste faire une transition avec l'intervention de Lily. Proust disait que le parfum est le souvenir le plus tenace qui reste et qui marque l'âme. Et donc nous avons tous notre petite Madeleine de Proust. Pour certains c'est une rose, pour d'autres du jasmin, pour d'autres le musc. Je ne vais pas parler des muscs ici parce que je vais parler des parfums marocains, sauf exception de l'oud. Mais le musc est un parfum animal et je me suis demandé longtemps le secret de ce rapport de l'homme au musc, parce que le rapport est très fort. Et finalement, quand on regarde un peu de près, et la science l'a confirmé à plusieurs reprises, les hommes, je parle des hommes, les mâles, le mâle, quand il n'a pas consommé beaucoup de produits laitiers, parce que les produits laitiers font tourner le musc, produisent du musc pendant les ébats intimes. Et surtout la partie pectorale, c'est là où il y a des cellules qui dégagent une substance qui est très voisine de celle de chevreton de l'Himalaya. Et donc nous opérons de la même manière que le chevreton, sauf que le chevreton attire la femelle avec son parfum et que l'homme dégage son parfum pour sublimer cet instant et surtout pour le faire prolonger. Donc c'est un accessoire pour faire durer le plaisir et c'est tout à fait naturel, évidemment. Mais dans les pays froids où on consomme beaucoup de produits laitiers,
Malheureusement, c'est dans les gens qui vivent dans les déserts, dans les contrées désertiques et sèches que apparemment ça marche. Voilà. Et comment on tue le chevreauton pour son musc, malheureusement, on massacre beaucoup de personnes aussi dans ces pays chauds aujourd'hui. C'est une autre triste réalité. Le divin est très très important pour le parfumeur, parce que moi j'ai appris le parfum sur le tas. C'est un ami qui a décidé que je deviens parfumeur, parce qu'il m'a dit fais-moi un parfum, et je suis devenu parfumeur, et je me dis mais comment on compose ces parfums et tout, donc je suis passé par les livres, et j'ai découvert que... L'ami en question c'est Yves Saint Laurent, c'est ça? L'ami en question c'est Yves, moi je l'appelle Yves, mais disons Yves Saint Laurent, parce que le nom est associé à une marque, c'est très difficile d'avoir des amis qui sont des marques, mais j'ai eu la chance, de l'avoir, et on se connaissait beaucoup, on n'a jamais parlé de parfum, et on a souvent parlé de plantes, parce qu'il avait un gros jardin, et quand il m'a dit fais un parfum, je le regardais comme ça en disant peut-être qu'il se moque de moi, c'est lui le parfumeur. Moi j'étais jardinier, je suis toujours jardinier. Et je lui dis, mais moi je suis jardinier. C'est un homme qui ne parle pas beaucoup. Il vous regarde, et un regard se fisait d'ailleurs quand il était dans les ateliers avec les filles. Et les petites mains dans les ateliers, il ne parlait pas, il les regardait, et les filles comprenaient exactement où il fallait couper, où il fallait coudre, ou ajouter quelque chose. Et moi, il a des beaux yeux, magnifiés par des lunettes qui étaient des lunettes très grandes, avec presque des loupes. Et j'ai lu dans son regard du jardin au parfum, il n'y a qu'un pas à sauter. Ben, j'ai sauté, mais il m'a beaucoup accompagné. Et dans cet accompagnement, je me suis retrouvé devant une réalité que je ne connaissais pas. C'est de devenir un parfumeur anonyme des grandes marques. C'était mon destin, parce que les contacts étaient liés beaucoup. Paris, c'est une ville de parfum. Et je me suis posé une très grande question. Je dis, ce n'est peut-être pas mon destin, ma vie doit se faire ailleurs. Parce que j'ai compris en lisant ces livres que le créateur de parfums doit servir la communauté, pas seulement des marques et des intérêts financiers. Dans la Bible, dans le chapitre, le livre de l'Exode, Dieu s'adresse à Moïse et lui demande de composer un parfum. Et Moïse était un peu comme moi, n'était pas parfumeur, et Dieu lui dicte la liste des ingrédients. Donc le métier de parfumeur consiste à mélanger des ingrédients et créer la magie opère finalement. Et je me suis dit, puisque ça s'est passé au Sinaï, ça s'est passé en Orient, peut-être que les origines du parfum ne sont pas à Paris où je suis, et peut-être qu'ils sont ailleurs. Et c'est vrai que j'ai découvert que la parfumerie arabe, la parfumerie orientale, la parfumerie extrême orientale a donné beaucoup au monde de parfum. Mais quand vous achetez une marque, vous oubliez le monde arabe, vous oubliez l'Extrême-Orient, vous oubliez le Maroc. C'est un pays qui fournit beaucoup de marques de parfum. Et c'est pour cela que je voudrais aujourd'hui créer avec vous un parfum en hommage au Maroc qui s'appellerait le parfum du Maroc, qui serait fait par des essences strictement marocaines. Je vais vous faire passer des mouillettes parce que vous savez que dans ces conditions, en plein air, on ne peut pas créer un parfum, ça suppose toute une logistique. Donc, je voudrais commencer par la rose, voilà, qui a été présentée par Lily Ansar. La rose qui pousse au Maroc, c'est Rosa damascena et Rosa centifolia, donc c'est la rose de Damas. C'est une rose qu'on trouve beaucoup au Moyen-Orient. Elle est d'origine chinoise. Et cette note est très importante pour le parfumeur. J'ai commencé par le milieu, parce qu'il constitue le cœur de beaucoup de parfums. Vous savez, les parfums ressemblent à des pyramides. Vous avez les notes de tête, qui sont des substances, des molécules légères,
qui s'expriment les premières et qui disparaissent au bout de quelques secondes, parfois une minute, et qui laissent la place au cœur de parfum. Et le cœur de parfum, dans beaucoup de parfums de marque que vous portez, est fait par la rose. Généralement, la rose marocaine associée à la rose de Bulgarie, associée à la rose de Turquie. Dans presque 80% de parfums féminins, vous retrouverez cette rose. C'est très, très important. Un parfum marocain qui était là depuis très longtemps. Parce que quand j'ai travaillé sur l'origine du parfum et que j'ai trouvé que le monde arabe a beaucoup donné à l'humanité en matière de parfum, parce que les Égyptiens s'approvisionnaient chez les Arabes. Et les Arabes ont contrôlé le commerce des parfums, les Nabatéens aussi, mais pendant très très longtemps. Ils en étaient producteurs, ils en étaient commerçants. Pendant très très longtemps, c'est ce qu'a fait l'Arabie heureuse, par exemple. C'est par rapport à ce que l'Arabie produisait comme parfum. Je me suis dit, mais au Maroc, nous avons tous une mémoire olfactive qui déclenche très vite une émotion extraordinaire. Et toute notre enfance était traversée par des parfums qui nous ont marqué beaucoup. Parce que quand on est jeune, dans les 3-5 ans, la mémoire olfactive est beaucoup plus réceptive qu'après. Et donc on a comme ça. Et moi, j'ai gardé dans les visites dans les montagnes le safran. Les femmes marocaines se parfumaient beaucoup. Les femmes qui étaient dans les montagnes, ces berbères qui allaient chercher l'eau, qui allaient chercher le bois, se parfumaient. Comment ? Ils n'avaient pas des flacons comme aujourd'hui. Ils se parfumaient parce que dans les fibules, ils avaient toujours un petit pendant qui était ajouré et dans lequel ils mettaient du safran, des boutons de rose, du clou de girofle, etc., etc. Ils avaient, et avec la chaleur, quand la fibule frottait sur la poitrine de la femme, et la femme exhalait des parfums extraordinaires. C'est quelque chose. Et donc il y a un patrimoine olfactif marocain. On va l'explorer tout de suite. Après la rose, je vais vous présenter le jasmin. Le jasmin, le Maroc produit du jasmin. Le jasmin revient beaucoup dans la poésie arabe, mais aussi dans la poésie andalouse. Est-ce que les moyettes que j'ai données sont suffisamment parfumées? Parce que oui, voilà. Donc, si vous voulez faire un jeu, ceux qui ont ça dans la main, vous marquez les noms, parce qu'après, quand il y en aura 8, vous allez les mélanger. Donc, gardez-les, puisque vous allez créer le parfum avant de les couvrir. Donc, on met rose, par exemple. Ça, rose au début, et là, c'est jasmin. Alors, le jasmin, c'est une fleur blanche. Et ces fleurs blanches sont très utilisées aussi comme cœur du parfum. Donc je commence par le cœur, puis après je vais passer, comme je vous ai dit, le parfum, il y a une forme pyramidale, on appelle ça la pyramide olfactive, qui commence par des parfums qui sont très légers, qui s'envolent très vite, puis ensuite des parfums tenaces et qui restent pendant quelques heures. Et le fond du parfum, ce sont des parfums beaucoup plus lourds, les molécules sont plus grosses, plus lourdes, et qui peuvent rester pendant quelques heures, quelques jours, quelques semaines, ça dépend de... Aujourd'hui, je travaille avec vous avec des produits naturels. C'est ce que j'utilise dans mes parfums. Mais quand on fait de l'industrie, il y a des règles industrielles, c'est-à-dire qu'il faut que le parfum puisse être fixé, qu'il dure très longtemps. Et là, on a besoin d'inviter dans la composition des substances de synthèse. Alors quand on dit ce mot synthèse, ça peut choquer les gens, mais il y a synthèse et synthèse. Synthèse de qualité, vous avez de la synthèse pour simplifier, je vais un petit peu abîmer la poésie, mais il y a de la synthèse qui se fait avec des molécules de pétrole, qu'on prend, pétrole brut, et puis il y a les gens qui font de la synthèse avec des matières plus nobles, comme l'alcool du riz, par exemple. On le fait aussi avec l'alcool de pomme de terre, mais moi je travaille avec l'alcool du riz, qui est modifié et qui peut... à partir duquel on peut obtenir des aldéhydes, et ces aldéhydes expriment toujours un parfum connu ou un parfum inconnu qui devient, c'est une molécule bien identifiée, mais qui devient pour le parfumeur
une nouvelle couleur pour sa palette. C'est comme si pour les peintres, on a inventé une nouvelle couleur qui n'existe pas. Et ça, nous, les parfumeurs, on a cette chance d'élargir avec le temps, avec les moyens techniques et scientifiques, notre palette. Et plus elle est riche, plus évidemment les parfums sont diversifiés, puis expriment quelque chose. Toujours le cœur de ce parfum, une autre fleur blanche, qui est la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, c'est extrait à partir de la fleur d'oranger amère. C'est ce qu'on appelle le neroli. C'est Madame Nirol qui l'a introduit dans la cour française. Et d'abord, il a commencé à prendre des bains avec les neroli. Et ensuite, c'est devenu une mode en France. Et c'est un parfum qui est toujours très recherché parce que c'est une note tonique. Alors, n'oublions pas une chose. Le parfum agit sur la mémoire olfactive, crée de l'émotion, mais pas seulement. Dans le cerveau, il y a bien sûr la partie réservée à l'émotion, mais il y a aussi la partie réservée au bien-être. Moi, j'ai vu ma mère toujours conseiller, j'ai eu 5 sœurs, et j'ai vu toujours ma mère quand, une fois par mois, mes sœurs tenaient leur bas-ventre et qu'ils avaient mal, elle leur conseillait de mettre une goutte de rose ici. Donc c'est directement lié au cerveau et ça permettait de calmer la douleur. La fleur d'oranger, puisque nous y sommes, c'est plutôt tonique. Quand vous avez la fleur d'oranger, ça réveille. Voilà. Et donc, au-delà de l'aspect émotionnel, il y a aussi un facteur purement physiologique qui est très important et qui apporte un équilibre. Et d'ailleurs, l'aromathérapie utilise beaucoup tous ces apports pour le bien-être en utilisant des huiles essentielles. Et les huiles essentielles, c'est ce que vous voyez là. À chaque fois que je vous donne quelque chose, je suis parti à partir d'une huile essentielle que j'ai mélangée avec de l'alcool éthylique et de l'eau distillée. Voilà, le parfum, c'est 3 composants. C'est plus que ça, il faut du temps, il faut de l'imagination, etc. pour arriver à faire un parfum. Donc, la rose, vous voyez que ça change, mais maintenant que vous avez 3 mouillettes, vous pouvez les sentir puisque j'ai fait un triptyque pour ce cœur. C'est un cœur. Le cœur est normalement composé de 2 parties, mais là j'en ai fait 3 et vous allez voir que si vous le mélangez, si vous les mettez l'une sur l'autre, vous avez quelque chose comme une 4e odeur qui apparaît à partir de ces 3 et c'est le cœur de parfum que je vous propose aujourd'hui. Je vous ai parlé de tête, donc la tête du parfum, c'est le safran, donc c'est Crocus sativum, c'est encore quelque chose qui nous rapproche de la Perse, le safran. Et ici, vous avez les essences que j'ai classées par ordre de couleur. La couleur d'une huile essentielle est due à la densité de la molécule qui la compose. Plus la molécule est lourde, plus la couleur est sombre. Évidemment, si je voudrais faire ma pyramide olfactive comme ça, ben, les plus lourdes, c'est celles qui se retrouvent en bas, dans le fond du parfum. Celles qui sont au milieu, c'est le cœur. Et celle qui va s'envoler la première, c'est le safran. Je vous invite à découvrir avec moi le safran, mais je ne sais plus où il est. Il est parti, je ne sais plus où il est. Bon, je vais le retrouver, il est là. Voilà. Donc ça, c'est safran. Donc, je vous ai dit, au lieu de travailler pour les firmes parisiennes, j'ai préféré explorer l'univers des parfums en Orient et rendre hommage à cet héritage oriental et surtout rendre hommage au parfum marocain et au patrimoine olfactif du Maroc qui est malheureusement très exploité par les marques mais très peu connu. Vous savez, dans le milieu de parfum, c'est un milieu de secret. C'est une confrérie avec ses règles, ses codes. Et moi, j'ai cassé les codes parce que j'en avais pas besoin. C'est juste tombé du ciel que je deviens parfumeur. Et je voulais rendre hommage à ce patrimoine qui est extraordinaire. Ça, c'est le safran. Donc, c'est une petite note comme ça qui est un peu poivrée.
c'est normal, c'est une épice. Donc, mais ça sent pas le safran, mais attendez. Ça sent l'alcool peut-être, mais le safran va venir très doucement. Oui. Oui. Il faut faire passer peut-être aussi les personnes qui sont là derrière. Oui. Alors, je vais après parler de cœur de ce parfum. Alors, quand on dit encens, très souvent, notre imaginaire voyage en Orient, quelque part en Arabie, au Yémen, mais il y a de l'encens au Maroc. Il y a au moins 7 arbres qui vivent au Maroc, qui sont dans la famille des mimosacées, qui ressemblent à des mimosas, mais qui vivent dans le désert, qui vivent dans la région de Marrakech, et qui donnent de l'encens. Et donc l'encens marocain existe bel et bien. Quand je raconte cette histoire, très souvent, on a du mal à me croire. Donc, je crois que dans la salle, il y a des amis qui étaient à Marrakech. J'ai un arbre dans la maison qui s'appelle le pistachier de l'Atlas. Pistachia atlantica, c'est le faux pistachier. Et ce faux pistachier, quand il est blessé, il pleure. Il a ses larmes qui deviennent des larmes blanches. Et avec le temps, ils deviennent blanches-jaunes. Je les ai grattés devant eux. On a mis du charbon et c'était de l'encens. Donc, au Maroc, on a 7 espèces identifiées, beaucoup dans le sud marocain, mais le pistachier pousse dans beaucoup d'endroits au Maroc. Et c'est exactement de la même façon que l'encens, par exemple, d'Arabie Saoudite ou du Yémen. Lorsque l'arbre est blessé, la sève se transforme en une sorte de latex, de résine, ça devient des larmes. C'est comme un mska. Mska, c'est aussi un parfum, la gomme d'Arabie. Et nous avons cet encens marocain. Et d'ailleurs, quand j'ai créé un parfum qui s'appelle Encens du Maroc, il y a eu beaucoup de succès auprès des hommes et des femmes aussi. On m'a dit, mais est-ce que vous avez l'encens au Maroc? J'ai dit oui, puisque j'ai un défaut professionnel. Je suis un botaniste de formation. J'ai beaucoup travaillé sur le milieu désertique pendant plusieurs années. Et donc, je voyais quand les nomades brûlaient du bois d'acacia, que ça sentait de l'encens, tout simplement. Et les crépitements, quand je les entendais, ben, ça rappelle les crépitements que vous avez lorsque vous mettez de l'encens. Et l'encens marocain existe bel et bien. Et vous allez le découvrir dans cette mouillette maintenant. S'il vous plaît, et il n'est plus là. Bon, volontaire. Pardon? Non, les acacias, c'est des noms très compliqués. C'est Cassia obovata, Cassia africana, Cassia. Mais ce sont Dans le langage arabe, on les appelle ça va revenir. Le nom local que donnent les nomades. Voilà, ça va revenir. C'est ce qu'on appelle le gommier. Hein. C'est le gommier parce qu'il y a de la gomme. Le gommier, c'est un nom français qu'on donne pour tous ces arbres qui ont des épines et qui sont mangés par les chameaux dans le désert. On les appelle le gommier parce qu'on a constaté que tous ces arbres étaient capables de produire de la gomme, comme de la gomme arabique, qui est un encens, tout simplement. Voilà. Ça, c'est le faux pistachier. C'est le faux pistachier qu'on appelle Pistachia atlantica. C'est un arbre qui vit dans les milieux arides et qui produit de l'encens. Je ne sais pas s'il y a ici, parce que je ne vois pas, les personnes qui étaient avec moi à Marrakech étaient étonnées de voir cet arbre qui pleure pour le bonheur des narines. Et tous les arbres le font pour notre bonheur. Voici un autre arbre qui le fait pour nous également. C'est le oud. Alors le oud, ce n'est pas un parfum d'origine marocaine, mais comme il est très célébré au Maroc, je voulais une note boisée. Nous avons notre propre cèdre de l'Atlas qui produit une résine qui est maintenant très utilisée par les marques. Tom Ford, qui à l'époque travaillait,
avec Yves Saint Laurent, parce qu'il était chez Gucci, puis il est venu faire une ou deux collections chez Yves Saint Laurent. Et puis après, à l'époque déjà, il a créé sa marque. Donc il venait au Maroc, parce que Yves Saint Laurent travaillait beaucoup à Marrakech et à Tanger. Et je voyais déjà qu'il s'intéressait au bois de cèdre, qu'il a acheté plein de bois de cèdre et que peut-être ça lui a donné par la suite de démarrer, sa marque d'ailleurs de parfum a démarré avec le cèdre marocain. Donc vous voyez que la matière première du Maroc voyage très loin, mais on ne voit jamais l'origine de ces parfums. Aquilaria sacra, c'est le nom de l'espèce. Et sacra, vous voyez, le mot sacré revient. Quand vous êtes en face de cet arbre et que vous prenez un morceau de bois, même si vous le brûlez, vous ne sentez rien. Rien. Le bois de oud ne commence à produire une odeur qu'à une seule condition. Une fois qu'il est mort et qu'il est pourri, c'est-à-dire un bois mort avec l'action des champignons, des bactéries, des micro-organismes. Et ce sont ces bactéries, ces micro-organismes qui poussent le bois mort à produire une résine. Et lorsque, comme c'est une résine, il ne peut s'exprimer que par la chaleur. Donc quand vous mettez le oud, parfois les gens mettent le oud avec la salive. Souvent on se demande pourquoi. Ou avec un parfum. Mais avec la salive, c'est beaucoup mieux. Parce que vous créez de l'humidité et vous savez que quand vous êtes dans un hammam et qu'une femme est rentrée avec un parfum, le parfum est exhalé. L'humidité, par l'eau, la vapeur d'eau, exhale. Et d'ailleurs aujourd'hui, il y a beaucoup de diffuseurs dans les hôtels qui fonctionnent avec de l'eau chaude parce que la vapeur exhale la diffusion du parfum. Donc c'est vraiment après... il faut attendre beaucoup de temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, on produit le oud. On n'a plus le droit de couper les arbres dans la nature, donc on a créé des champs avec des arbres. Mais il faut attendre beaucoup, parce que ce travail ne peut pas être fait par l'industrie. L'industrie peut copier la molécule, c'est possible, mais pour arriver à avoir de oud, il faut attendre beaucoup que la nature fasse son travail. Parce que le parfumeur n'est que quelqu'un qui est au service des hommes, mais il épuise ses matières premières et sa, comment dirais-je, inspiration dans la nature. C'est un médiateur entre ce que la nature fait et ce que les hommes désirent. Mais comme la nature est tellement généreuse que tout ce qu'il fait le distribue très rapidement, parce que tous les parfums sont volatiles, le parfumeur doit être quelque part un alchimiste qui sait capter l'âme de la fleur et la garder pour l'éternité. Parce que si vous mettez cette huile sous terre ou dans un sarcophage, ou dans 3000 ans, dans 5000 ans, il sera intact. Et ça, c'est grâce, bien sûr, au travail de distillateurs, etc. La nature produit tout le temps. Nous pouvons faire des parfums avec tout, avec du bois, avec des racines, avec des feuilles, avec des fleurs, avec des fruits, avec des graines. Tout ce que produit la nature peut... Pardon ? Avec des pierres possibles. Je connais une parfumeuse qui travaille avec des pierres précieuses. Donc, je suis arrivé peut-être à l'avant-dernier parfum, et là, nous allons quitter le monde végétal, qui est très représenté dans la parfumerie. Et nous allons retrouver le monde animal. Et là encore, nous allons retrouver le Maroc, son patrimoine olfactif, pas toujours reconnu. Au Maroc, quand on parle d'ombre, on pense très souvent à des pays lointains, aux cachalots dans les océans. Voilà. Et le Maroc a son propre ombre. Le Maroc est un pays producteur d'ombre. Tarfaya, par exemple, la ville de Tarfaya, il y a longtemps, ramassait beaucoup d'ombre au bord de la mer. D'où vient l'ombre? L'ombre vient, le mot ombre peut entraîner à confusion, parce qu'il y a deux ombres qui ont la même orthographe, mais pas la même origine. Il y a l'ombre d'origine végétale. C'est une résine, mais qu'on n'utilise pas en parfumerie, on l'utilise pour les bijoux. Les colliers d'ombre ne sont pas parfumés. C'est seulement des résines fossiles qui datent de plusieurs millions d'années,
très souvent concentrés en Russie et en Europe de l'Est. Et puis il y a l'ombre avec la même orthographe d'origine animale. Et cela, on l'appelle l'ambre gris, parce qu'à l'origine, voici l'ambre raffiné, après raffinage. Mais l'ambre, quand on le ramasse au bord de la mer, il est gris, ce sont des concrétions grises. Et le Maroc possède peut-être la plus grosse pièce d'ambre ramassée depuis toute l'histoire, ou en tout cas l'histoire contemporaine. Cette pièce a été ramassée parce que feu roi Mohamed Hassan II était un très très grand amateur de parfum. Et moi, quand j'ai commencé à prendre le parfum, j'avais la chance d'avoir la maison Yves Saint-Laurent qui finançait mes déplacements, mes rencontres. Et donc, j'ai eu accès aux grands parfumeurs, à des gens qui ne faisaient plus de parfums. Moi, je voulais apprendre auprès des gens qui étaient à la retraite, déjà, parce qu'il y avait quelque chose chez eux, parce que la parfumerie, à partir des années 70-80, a complètement changé de registre. Mais il y avait ces vieux parfumeurs qui vivaient à la campagne, qui étaient à la retraite, très souvent autour de Grasse, mais aussi dans le sud de la France. Et parce que je voulais capter cette transmission, parce qu'ils avaient quelque chose à donner. Et puis très vite, ils ont compris mon esprit. Je ne voulais pas faire de la parfumerie de marque, je voulais faire la parfumerie du niche et surtout défendre mon pays, le patrimoine olfactif arabo-musulman et particulièrement marocain. Et donc, j'ai cherché ce qu'il y a au Maroc, que toutes les usines achètent, mais qui ne revient pas au Maroc. Et même les Marocains ne le savent pas. Donc, au sud-ouest du Maroc, on ramassait l'ombre. À Tarfaya, à Ifni, à Sidi Ifni, etc. Les gens avaient ce souvenir. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il y avait un lien entre Fès, par exemple, et Tarfaya, parce qu'à Fès, on fabriquait la Nibrat, et on les diffusait dans tout le Maroc. Et les gens du sud ramassaient l'ombre et le faisaient diffuser dans tout le Maroc, grâce à cette anebra qu'on mettait dans la théière. C'est pour cela qu'on l'appelle l'anebra, parce que c'est un godet en argent, parfois en or, qui était porté par les femmes, qui comprenait quelques petits grains d'ombre, et avec la chaleur, ça exhalait l'odeur de l'ombre. Vous voyez, nous avons un patrimoine extraordinaire, très peu connu malheureusement, et moi j'ai choisi on me l'a reproché d'ailleurs, parce qu'on m'a dit vous êtes passé à côté d'une carrière brillante, internationale. Ce n'est pas très grave, parce que j'ai pu faire mes parfums avec des produits marocains, et aujourd'hui ils sont aussi sur le marché international, pas en occupant l'espace comme les autres parfums, mais ils ont fait le tour de la Terre plusieurs fois, et je ne dis pas ça par fausse modestie, mais parce que je suis content de voir qu'un flacon, quand il y a l'âme marocaine et qu'il la diffuse un peu partout où il est capable d'aller. Aujourd'hui, avec le e-commerce, c'est devenu plus facile. Donc vous allez découvrir cet ambre marocain. Il a la qualité d'être un peu plus sucré que l'ambre que vous connaissez. Voilà. Voilà, donc l'ambre marocaine. Donc j'ai fini Finalement, ça provient de quoi? Alors, l'ambre, oui. Merci, madame. L'ambre animal provient du cachalot. Alors, le cachalot, ça ressemble à une baleine, mais ce n'est pas une baleine. Ça aime les calamars. Oui. Et les calamars ont des becs. Ils se défendent en grattant, quand ils sont encore vivants, sur la paroi du tube digestif de l'animal. Et ça crée des blessures. Ça crée des blessures dans la paroi interne du tube digestif de l'animal. Et comme la nature est bien faite, l'intestin se défend. Et il se défend en produisant une graisse. C'est comme si vous vous grattez, il y a toujours une croûte qui va se former. Cette croûte, une fois que l'animal est... Quand vous avez une croûte, une fois que la peau a été reconstituée, la croûte part. Et donc, le cachalot la rejette. Mais comme ce sont des matières grasses, ils flottent à la surface de la mer. Et ils arrivent jusqu'au rivage. Et dans certains pays, c'est surtout les femmes qui vont ramasser, et ça fait des fortunes. On n'a pas d'autre moyen de trouver de l'ombre que de se mettre sur une plage et attendre que les vagues
emmène tout ce qui est formé. Ça arrive fatalement, c'est comme du bois flotté, ça finit toujours par échouer sur la plage, il faut de la patience. Et parfois, c'est des gros morceaux. Et le plus gros morceau dans le monde, trouvé, existe au Maroc, puisque le propriétaire en était le roi Hassan II. Parce que c'est comme ça, quand j'ai découvert les vieux de la parfumerie, ils m'ont dit, vous avez un roi qui adore les parfums. Hassan II adorait les parfums, avait une collection extraordinaire. Et il était très, très pointilleux sur le flacon, sur la fragrance, sur le... Et ceux qui ont eu un jour la chance de visiter la maison royale, la première chose, le premier contact, il est d'ordre olfactif. C'est les parfums. La tradition est restée dans la famille. Maintenant, voici un parfum fait avec cette fragrance du Maroc. Je vous invite à faire à peu près comme moi, comme ça, vous prenez cette mouillette et vous faites circuler l'air et vous allez voir que les parfums ont perdu leur identité et maintenant il y a quelque chose de huitième qui est le parfum composé. Chaque flacon est fait avec une essence. On appelle ça en parfumerie un soliflore. Un soliflore, c'est un terme qu'on trouve dans la composition des bouquets. Une fleur, c'est un soliflore. Maintenant, le bouquet a commencé à se constituer et je vais maintenant vous faire découvrir le résultat de notre petit jeu, parce que quand je fais ça avec les enfants, ils sont très, très amusés parce que c'est un jeu. Mais moi, je le fais avec les enfants dans le but de faire de l'éveil olfactif, parce que les enfants à 7 ans, 8 ans, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de parfums qu'ils ont enregistrés, associés à des événements, associés à des personnes. Et chacun me dit, ça c'est le parfum de ma grand-mère, de ma tante de Casablanca, et ça je l'ai senti sur ma cousine de Rabat, etc. C'est vraiment extraordinaire. Et lorsque vous faites ce travail avec les enfants, l'esprit s'ouvre sur la beauté, sur, je dirais, tous les chemins de possible devient facile quand vous faites un travail avec les enfants. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que ma fondation, la fondation de ma famille, parce qu'on a mis l'argent de la famille dans cette fondation, pour l'éveil artistique des enfants. Et comme on a beaucoup et on fait ce travail avec les enfants, et c'est très, très, très... Alors, quand je dis il m'est arrivé de faire ça dans les orphelinats où les enfants n'ont pas de famille, eh bien, on se trompe parce qu'ils ont réussi à constituer la famille. Il y en a un qui vous parle de son institutrice, l'autre parle de l'infirmière qui l'a soignée, de la cuisinière, de la femme qui fait les draps. Donc voici le parfum du Maroc, et vous allez voir que tous les parfums que j'ai cités sont d'une très grande humilité parce qu'ils ont tous disparu. Il n'y a plus d'ego. Il n'y a qu'un seul parfum qui s'exprime, et pourtant, il est fait de 7 parfums. C'est une très grande leçon d'humilité, et c'est je crois, une grande leçon pour entrer dans l'univers magique des parfums et des parfumeurs. Je vous remercie de m'avoir supporté pendant tout ce temps. Alors, merci. On va quitter je crois, parce que l'équipe va travailler. Si vous voulez découvrir d'autres parfums, les nuances du oud et tout, je serai à côté et on va continuer la soirée. C'est Fouzi, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, mon cher ami. Pour les personnes qui le souhaitent, parce que c'est un livre où j'ai parlé de ma passion du parfum depuis petit. Moi, je viens du parfum. Je dois beaucoup à mon ami Yves, mais je dois beaucoup à ma mère qui était soigneuse, qui est toujours soigneuse, 96 ans aujourd'hui. Je l'ai vu soigner les gens du quartier gratuitement avec des plantes. Et moi, j'étais le commis. C'était moi qui allais chercher dans le souk les plantes. Et donc, j'ai vu ma mère faire des crèmes, faire des huiles parfumées, et faire des compositions pour soigner des petits bobos. Et 2 fois par an,
j'assistais à un festival extraordinaire dans la cour de ma mère. C'était à l'époque de la fleur d'oranger, au mois de mars. Donc on avait des alambics qui brûlaient tout le temps. Et aussi au mois de mai, on avait la rose. Et ma mère aimait les parfums, acheter tous ces matériels. Et quand j'ai voulu créer un musée du parfum pour rendre hommage aux parfumeurs marocains et au patrimoine marocain, ma mère m'a dit, tu vas aller dans notre ancienne maison, à Al-Msriya, et tu vas trouver un musée. Et finalement, j'ai fait mon musée avec tout ce que ma famille, pas seulement ma mère, mais quand on est famille marocaine, on est la grande famille. Et comme tout le monde a quitté la Médina pour aller s'installer dans le nouveau quartier, cette Msriya était le dépôt déjà d'un musée. La réserve du musée existait avant le musée, et donc moi je me suis servi là-dedans. Donc je dois à ma mère et aux femmes qui entouraient ma mère aussi cette passion pour le parfum. Merci donc, infiniment. Tout ça est raconté dans ce livre, le parcours, comment faire. Je serai ravi de le dédicacer pour les personnes qui le souhaitent. Voilà, bonne soirée. Encore deux secondes. D'abord pour remercier Abdelrazak Ben Chaban qui, comme on vient de l'entendre, à travers ce qu'il dit, mais à travers aussi ce qu'il ne dit pas, ce qui se transmet, ce qui apparaît de toute cette histoire de vie, qui est aussi une leçon de vie, eh bien, c'est pour moi une sorte de trésor vivant. Hein, je crois que les Japonais ont cette tradition de consacrer les gens de leur vivant, et non pas après leur mort, hein, et d'en faire des trésors vivants. Et je pense que nous avons là ce qu'on peut appeler un trésor vivant. Nous parlons souvent de l'esprit de Fès. Est-ce que tout cela émane de l'esprit de Marrakech, et en tout cas d'un certain patrimoine de valeurs, de façon d'être, de culture, de finesse, mais aussi vraiment de ce qui est très frappant. Moi j'écoute, c'est Abdelrazak qui devrait être beaucoup plus connu, mais qui ne cherche pas à être connu, et qu'on découvre un petit peu comme cela, comme j'ai pu le faire moi il y a quelque temps à Marrakech, et puis à travers maintenant l'amitié qu'il nous fait de faire cette présentation. Eh bien, lui qui est ethnobotaniste, il dit « je suis jardinier », n'est-ce pas, hein? Et il est comme ça dans tout ce qu'il fait, et c'est pour ça que tes parfums sont ces parfums sans égaux, comme tu disais tout à l'heure. Je suis réellement jardinier, sauf que dans le jardin, j'ai créé très peu de nouveaux jardins. J'ai créé le jardin de l'école de cinéma de Marrakech, parce que c'est une fondation et les donateurs principaux, c'était des Suisses, étaient des amis. Et je voulais contribuer à ma façon en créant un nouveau jardin. Mais je me suis spécialisé très tôt dans la restauration des vieux jardins. Parce que les jardins ont aussi besoin de soins, et je les considère comme un patrimoine. Et donc j'ai restauré des vieux jardins. Jardin Majorel est arrivé, mais au milieu de ma carrière de jardinier, je suis toujours jardinier. Je fais le jardin chaque matin. Et puis ce très beau jardin de cactus. C'est un métier noble. J'aurais aimé l'exercer que ça, mais bon, il se trouve que je suis enseignant depuis 36 ans, donc j'ai aussi cette passion, l'occasion de transmettre cette passion, si vous voulez. Et le jardin, on peut en parler des heures, mais j'ai appris beaucoup dans le jardin. C'est vraiment un domaine qui nous relie à la terre directement. Et le jardinier, c'est un créateur d'émotions. Le parfumeur, c'est juste quelqu'un qui va capter cette émotion pour l'en mettre dans un flacon et pouvoir aussi la transmettre autrement. Et j'ai eu la chance de passer du jardin au parfum. Je remercie Yves d'avoir repéré ça. Et ça m'a beaucoup aimé. Parce que aller faire de la parfumerie, j'ai beaucoup de gens qui me disent « je veux devenir parfumeur, je veux devenir artiste ». Oui, mais si vous n'apportez pas une singularité, un plus pour le domaine, je pense qu'on peut être meilleur dans d'autres choses. Et moi, je côtoie les plantes tout le temps. Quand ils sont dans mon flacon, je sais de qui je parle, parce que je connais des parfumeurs qui achètent des matières premières, qui n'ont jamais été en Amazonie, qui n'ont jamais été en Asie, qui n'ont jamais été en Afrique, qui ne connaissent même pas la plante, qui la regardent sur Google tout simplement. Mais quand vous
vous connaissez la fleur ou la feuille. On fait beaucoup de parfums avec les feuilles. Quand vous entendez parler de la figue, ce n'est pas le fruit de la figue, c'est la feuille qui produit le parfum. Vous pouvez le tester, j'en ai ici. Donc, c'est ce rapport avec la nature, je suis très honoré que la nature, le destin a fait de moi d'abord un jardinier. Mais oui, quand on est jardinier de cette façon-là, évidemment, et ouais, jardinier de cette façon, mais aussi poète. Et moi, je pensais quand il parlait de cette blessure des arbres, n'est-ce pas, de cette nostalgie de la blessure et du retour, ça me faisait penser à ce que Lélie nous disait juste auparavant. Et je crois que à côté de la nostalgie du roseau qui veut revenir, n'est-ce pas, à sa haie première, là, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire de ce point de vue-là et de beaucoup de poésie à imaginer. Et puis, juste pour faire un petit lien très rapide, et puis après, je voudrais encore vous retenir quelques secondes, juste pour une petite, voilà, un petit partage. Mais le lien aussi entre, il y a un hadith bien connu qui dit Hubbiba min dunyakum talat at-tayyib an-nisa waja'ilat qurratu ayni fi salat. N'est-ce pas? Si on réfléchit bien, il y a là tout ce que nous venons de dire cet après-midi et qui fait le lien entre ces différentes dimensions. Le prophète dit, il m'a été d'aimer dans votre monde 3 choses. Et c'est très intéressant que ces 3 choses soient liées justement dans l'ordre où, un petit peu où ils ont été exposés ici, sous une forme et une autre. Taïb, les parfums, les femmes, et j'ai trouvé la fraîcheur de mes yeux dans la prière. Je crois que ça résume à peu près ce que nous avons partagé. Maintenant, j'aimerais, je ne sais pas si Younes Alami, mais en tout cas Khalid Beliazid, si tu veux Khalid, tu peux venir une petite seconde. Je sais que tu es aussi quelqu'un de très discret. Et je voulais simplement, vous savez, depuis que nous sommes, voilà, Khalid Beliazid et Younes Alami qui sont là. Khalid Beliazid est le directeur de l'Économiste, vous savez, ce journal. Et Younes Alami est la plume de l'Économiste pour tout ce qui se passe à Fès et dans sa région. Et je voulais vraiment leur rendre hommage parce qu'ils font que ces rencontres ont une répercussion absolument extraordinaire. Chaque jour, moi j'ai un plaisir formidable, et je crois qu'un grand nombre d'entre vous l'ont déjà expérimenté, de lire les articles qui sortent sur ce festival, l'intelligence, la sensibilité avec lesquelles tout cela est restitué dans sa profondeur, dans sa subtilité, dans sa saveur et dans son parfum, si je puis dire. Et tout cela donc voyage bien au-delà de l'espace où nous sommes. Et je voulais vraiment rendre hommage à Ecomédia, à l'Économiste, parce que c'est l'écrit de Younes Alami, mais aussi la radio qui fait une répercussion absolument formidable. Et je voudrais leur rendre un hommage tout particulier, voilà, en votre présence. Et les remercie. Bravo. Et il faut lire quotidiennement, hein, et sinon on va faire un recueil de tous les articles qui sont sortis et les mettre sur Internet, et vous allez voir que ça va vous redonner le parfum de tout ce que nous avons vécu pendant tous ces derniers temps. Merci infiniment. Merci à eux, vraiment. Voilà, le reste du programme se continue, donc je vous laisse avec Sidi Abdelrazak qui est en très très bonne compagnie. Et puis tout à l'heure à 21h, dans le même espace, pour en première partie le groupe Ibn Arabi et en deuxième partie la Tariqa ou Zania. C'est écrit 20h30, bah alors je me suis trompé. Non, parce qu'il y a 2 groupes et c'est pour cela donc on... Ici même. Bravo. C'est bravo. Je sais que je maltraite ton humilité, mais... Là. Mais... Non, c'est très... Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui, le livre. Il est là, juste là.